Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire créé et animé par André Loez, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. L'émission du jour est tout particulièrement dédiée à ceux et celles qui préparent les concours, le CAPES, l'agrégation, pour la question d'histoire contemporaine qui met le travail au programme, dans des conditions de préparation, d'accès au savoir aux bibliothèques qu'on a évidemment connues plus faciles. Autour de ces enjeux d'histoire sociale et de monde du travail, on va parler avec Didier Terrier et Corinne Mette qui viennent de publier un livre passionnant. Une émission pour laquelle la prise de son a connu, vous l'entendrez, quelques petits désagréments, notamment parce que Didier Terrier parle beaucoup avec ses mains et tambourine en marquant ses arguments. Ça n'enlève rien, je l'espère, à l'intérêt de la discussion. C'est l'avant-avant-dernière émission de l'année, on se retrouvera lundi pour parler de l'histoire des nombres et des mathématiques, on se retrouvera un peu plus tard dans l'année pour parler de Captain America Wonder Woman, pour une émission de fête de fin d'année portant sur la pop culture et l'histoire. Toutes les références citées dans l'émission du jour seront sur le site internet paroledhistoire.fr, vous nous trouvez également en ligne sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Merci, très bonne écoute, très bonne fin d'année. Je suis aujourd'hui avec Corinne Mette, qui est professeure d'histoire moderne à l'université Gustave Eiffel, anciennement Paris-Est, Marne-la-Vallée, et avec Didier Terrier, professeur émérite à l'université Polytechnique des Hauts-de-France, pour le livre qui est paru cette année aux éditions La Dispute, Les rythmes du labeur, enquête sur le temps de travail en Europe occidentale. Alors je suis très heureux de faire cet entretien parce que c'est un livre vraiment remarquable qui m'a passionné pour toute une série de raisons. On va s'en rendre compte, je pense, au cours de l'entretien. On apprend énormément de choses sur 5 siècles, du XIVe au XIXe siècle. C'est un savoir qui n'est jamais asséné mais qui est toujours questionné, problématisé, comment on sait ce qu'on sait. Et du coup on dialogue avec une historiographie très importante sur des questions qui sont pas évidemment des questions secondaires en histoire et en histoire sociale, l'intensité du travail, les rythmes du travail liés à l'industrialisation notamment. Alors ce travail, il prolonge toute une série de travaux individuels collectifs que vous avez menés depuis assez longtemps maintenant. Est-ce que vous pouvez dire un mot peut-être dans quoi ce livre, peut-être pas l'aboutissement final, mais en tout cas vient terme d'une série de travaux que vous avez déjà menés depuis assez longtemps? Oui, ça fait à peu près une dizaine d'années que nous travaillons sur le temps de travail, c'est le cas de le dire, et au départ, ce sont nos lectures du côté de la sociologie qui nous y ont conduits, et notamment un livre de Jean Thom, qui est paru en 2000, qui s'appelle « Vers la fin du temps de travail », où il expliquait que la dilution de tout l'appareil législatif qui avait été mis en place au cours des 2 derniers siècles, nous conduisait à s'interroger justement sur les nouvelles manières de concevoir le temps de travail. Et il mettait l'accent sur le déplacement relativement récent, en définitive, des raisons qui conduisaient à l'abaissement du temps de travail. Celui-ci avait été conçu avec les lois Aubry comme une sorte de remède à la crise de l'emploi, et puis très vite c'était finalement devenu une sorte de contrepartie pour aménager le temps de travail, quelquefois dans l'intérêt des salariés et quelquefois aussi à leur détriment. D'autant plus que tout ceci s'inscrivait évidemment dans la conjoncture présente, c'est-à-dire que ça relevait d'une sorte de compromis avec des menaces sur l'emploi qui étaient très lourdement ressenties, le tout conduisant à de nouvelles formes d'articulation du temps de travail dans le cadre des temps sociaux en général. Et par là même, on s'est naturellement comme porté vers une interrogation autour de la place du temps de travail in situ, sur les lieux du travail, mais aussi finalement dans les vies des individus au fil des siècles. Autrement dit, très rapidement, on s'est dit qu'après tout, il fallait le plus possible faire une histoire par en bas, individu par individu, plutôt que de se réfugier, comme c'était fréquemment le cas, dans des chiffres très globalisants. Je suppose qu'on y reviendra. Et s'il fallait isoler un travail plutôt que d'autres, pour ma part, je prendrai celui qui est dû à Desfontaines en 2005 et qui a écrit dans un ouvrage collectif qui avait été dirigé par Linhart et Moutet, Le temps nous est compté, qui évoquait plutôt les chauffeurs routiers. Dans la mesure où ceux-ci, ces dernières années, ont été dépossédés de leur temps, de sorte que même si les parcours qu'ils effectuent sont conçus de manière beaucoup plus rationnelle, le temps leur pèse davantage que lorsqu'à l'époque où ils choisissaient leurs itinéraires eux-mêmes, quitte à passer plus de temps sur la route. Et ça nous a nécessairement conduit à concevoir l'idée selon laquelle le travail était mis sous tension, parce qu'il engageait non seulement les temps sociaux, mais aussi
les façons, les mille et une manières d'éprouver le temps. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement à différents endroits dans votre livre. C'est aussi une enquête qui part de terrains que vous avez travaillé, Corinne Mette, notamment le monde de l'industrie, dans la Vénétie, en Toscane, au cours de travaux antérieurs. Oui, en fait, quand on a commencé à travailler ensemble sur cette enquête en 2010, c'est aussi parce que on s'est dit qu'il y avait peu de choses sur le temps de travail concernant le continent. Il y avait d'énormes débats en Angleterre, entre historiens anglais, surtout autour de la révolution industrielle et de est-ce que ça a aggravé ou au contraire un peu amélioré le sort des ouvriers anglais, mais qu'au fond, on savait très peu sur avant le 19e siècle et on savait très peu aussi sur le continent. Et donc effectivement, moi, j'ai après m'être intéressée aux migrations des artisans verriers, je me suis ainsi intéressée au temps de travail de ces verriers, parce que, par exemple, c'est une activité où le travail de nuit est systématique dans la saison verrière et où donc il y a des rythmes qui sont qu'on a peu l'habitude de penser comme étant ceux de l'époque pré-industrielle. Et d'autre part, donc je me suis aussi intéressée au temps du travail dans l'arsenal de Venise ou sur les chantiers de la chapelle Médicis à Florence ou sur les chantiers de la fabrique du Dôme à Milan ou sur les chantiers à Paris, etc. Donc à la fois des temps, on va dire, dans ce qu'on peut appeler l'artisanat, des chantiers et des entreprises aussi de plus grande ampleur, des entreprises, des manufactures concentrées qui existent évidemment bien avant le 19e siècle. Alors ce que vous venez de dire tous les deux dessine aussi une des originalités du livre, et moi c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu, c'est que on a à la fois un travail qui est empirique, avec des données que vous travaillez, des tableaux en fin d'ouvrage, un travail qui est historiographique, en dialogue avec un certain nombre de grandes figures de questions, on va y revenir, et un travail aussi, ce qui est vraiment une originalité marquante, parce que peu de gens osent le faire, un travail sur la longue durée, de la peste noire, en gros, jusqu'à Taylor et Ford, qui sont voilà, à l'horizon, on va dire, des dernières pages du livre, jusqu'à la fin du 19e, début du 20e siècle. Alors, c'est quelque chose qui est pas simple d'aborder comme ça des historiographies très différentes. Ça vous a posé, j'imagine, pas mal de difficultés en cours de rédaction, en cours de recherche. Évidemment, c'est très difficile de ne pas faire d'anachronisme. Et il a fallu qu'à chaque pas, nous regardions bien où nous mettions les pieds, c'est le cas de le dire, et on a fait très attention, même à l'intérieur d'un siècle, parfois, il est très difficile de ne pas faire d'anachronisme. Un exemple, quand on parle du temps de travail dans les années 1820, ça n'a véritablement rien à voir avec ce qui va se passer 3 générations plus tard. Et a fortiori, c'est le cas lors des siècles antérieurs. Donc effectivement, c'était un choix difficile et comme vient de le dire Didier, il fallait faire attention à des mots qui sont parfois les mêmes oui. Et qui ont des significations différentes. Oui. Je prendrai qu'un exemple, c'est le terme d'heure, par exemple. Alors, l'heure, c'est les heures canoniques d'abord, celles qui rythment le temps de la vie des moines. Ça peut être aussi le temps de déroulement d'une séquence technique qui dure pas forcément 3600 secondes. Et puis, ça peut être aussi une heure telle qu'on l'entend aujourd'hui. Donc c'est un peu ça évidemment qui est difficile, mais néanmoins ça nous a semblé nécessaire. D'abord parce que pour réinstaurer une forme de dialogue entre des périodes qui sont trop souvent cloisonnées par le travail académique, les historiens contemporanéistes parfois redécouvrant des choses que les modernistes ont déjà développées, et puis les modernistes aussi redécouvrant parfois des choses que les médiévistes ont bien mises en évidence. Et ça nous a semblé nécessaire aussi justement pour mettre en perspective le 19e siècle et on va dire ce processus d'industrialisation, de révolution industrielle qui doit être réinterrogé aussi à cet homme du temps de travail. Chacun trouve toujours que l'herbe est plus verte dans son champ, mais c'est vrai entre les grandes périodes de l'histoire et c'est même parfois vrai à l'échelle de décennies. J'ai lu récemment, évidemment que les années 1890, par exemple 1900, sont des années où les changements sont considérables, mais j'ai vu des collègues écrire que finalement, décrire sous forme de nouveauté ce qui, en fait, était déjà à l'œuvre lors des décennies précédentes. Mais dès lors qu'on n'a pas regardé et qu'on ne s'est pas penché dessus, ou que tout au moins les sources ne sont pas aussi explicites, on l'occulte. Votre livre ne travaille pas la question du labeur de toutes les catégories sociales. On ne trouvera pas, par exemple, les avocats et les professeurs. Vous avez choisi de vous focaliser sur ceux qui vendent leur force de travail, sur les travailleurs manuels, essentiellement. Alors, c'est un choix, évidemment, qui peut se comprendre, mais quelles en sont pour vous les raisons ?
Le travail est d'abord une contrainte qui s'inscrit dans des rapports de domination. Et à partir de ce moment-là, il est évident que certains groupes sociaux, certains s'imposaient beaucoup plus que d'autres, notamment quand il était question de pénibilité au travail. Il est clair également qu'il a fallu ensuite composer avec l'extrême disparité des sources. Nous avons parlé, par exemple, du monde rural, le plus possible, véritablement, mais la question du temps de travail ne cesse de se dérober, que ce soit du côté de la paysannerie, mais aussi, par exemple, du côté de toutes les formes de travail à domicile, où il est très difficile de s'exprimer à ce propos. Et puis c'était une espèce de gageure, déjà, que de tenir tous ces siècles ensemble, on va dire. Et donc c'est essentiellement quand même pour la période médiévale une synthèse, mais le choix de s'intéresser essentiellement à ceux qui vendent leur travail, c'était aussi en fonction de nos travaux antérieurs, bien évidemment. Et on voulait pas, on n'a pas de prétention à l'exhaustivité dans ce livre. Pour rester sur cette idée de la longue durée, ça impose aussi de regarder les sources avec des outils critiques différents, parce que on ne lit pas de la même manière, par exemple, le texte d'un évêque du XVIe siècle que celui d'un économiste de l'économie politique du XVIIIe. Tous les deux, ils peuvent déplorer le manque de travail ou le rythme du travail de telle ou telle catégorie, mais pas suivant les mêmes logiques. Donc ça impose aussi de décoder les sources avec des outils qui sont pas exactement les mêmes. Oui, on est évidemment très attentif à la contextualisation, justement, de chacune de des textes, par exemple, puisque vous citez cet exemple, des textes qu'on a pu lire et utiliser, et justement cette attention très forte au contexte, elle est pour nous essentielle pour ne pas faire dire des choses absurdes à ces textes. On est d'abord des historiens, évidemment, donc ça nous semble être le travail de base. Étant entendu que plus on avance, et notamment plus on se dirige vers le 19e siècle, et plus ces textes se sécularisent aussi en quelque sorte, et s'inscrivent dans un contexte général, culturel, dirons-nous, qui est différent. On tend vers une rationalisation, même si il y a aussi quelque chose que vous montrez qui, alors c'est parti de ces lieux communs installés qu'on est amené à revisiter en vous lisant, cette idée exprimée notamment par Jacques Le Goff, selon laquelle le temps du marchand s'impose face au temps de l'Église à la fin du Moyen-Âge, elle mérite d'être rediscutée. Les choses sont sans doute plus complexes. Oui, bien sûr. Alors ça, il y a déjà pas mal. Enfin, on reprend les discussions des médiévistes sur que l'on n'est pas sur cette question, et notamment les travaux de Mathieu Arnoux, par exemple. Je songe à lui, qui a écrit de belles choses sur le temps de travail et sur ces questions tant de l'Église, tant du marchand, qui ont plus tendance à coexister en fait qu'à être se suivre l'un l'autre, et c'est un peu une remarque d'ensemble que, au fond, cette idée d'une évolution linéaire qui hante encore beaucoup l'historiographie, à notre avis, doit être remise en cause de ce point de vue, comme par exemple du point de vue plus général du temps de travail. Alors sur ce point de vue plus général, il y a une référence qui est une référence clé sur ces questions que vous discutez, c'est le grand historien britannique Edward Palmer Thompson, E.P. Thompson, qui en 1967 publié dans Past and Present tant discipline du travail, capitalisme industriel. C'est un article qui a été très important. Pourquoi est-ce que il était nécessaire finalement de se confronter à cette pensée, à cette réflexion qui a été marquante pour sans doute plusieurs générations d'historiens? Peut-être parce que E.P. Thompson, quels que soient les apports innombrables qui ont été les siens, s'est laissé aussi prendre un petit peu au mythe de l'âge d'or. Et pas plus tard que hier, je relisais des passages du Peuple de Michelet qui, finalement, ne disaient pas des choses différemment d'E.P. Thompson. C'est assez étrange. Et cette idée selon laquelle le temps, en définitive, n'avait pas été compté dès lors qu'il s'effectuait, comptabilisé sous forme de tâches à accomplir, avait prévalu avant que l'industrialisation n'en vienne précisément à compter le temps. C'était une idée grandement discutable. Oui, en fait, Thompson, évidemment, on l'a tous lu, on a tous été fortement marqués par sa pensée, etc. Et l'article que vous citez, là, il date de 67, mais il a été republié et traduit pour la première fois en français en 2004, à la Fabrique, si je me trompe pas. Et évidemment, du coup, cette traduction fait plus de 20 ans après, oui, même bien plus, en France, finalement... réactualiser les idées que Thompson
énoncé en 67. Alors, la grande originalité de l'article de 67, c'était de dire, au fond, le temps de travail, il faut s'y intéresser et c'est quelque chose de fondamental. Et évidemment, là-dessus, on ne peut qu'être d'accord. Après, justement, ce qu'il disait, le développement de la discipline du travail lié au temps, au travail mesuré au temps et lié au développement du capitalisme industriel, on va dire, grand 19e siècle, même s'il envoyait les origines au 18e, ça nous semble être contestable, et même si on aime bien Thomson, évidemment, il faut discuter ces idées. J'ajouterais que ça me revient, Michelet, lui, disait qu'en définitive, avant l'industrialisation, en travaillant, on pouvait rêver. C'est assez intéressant parce que ce mythe de l'âge d'or est récurrent. On le trouve chez Michelet, on le trouve chez E.P. Thompson, et on l'a trouvé chez beaucoup d'auteurs entre les deux, justement. Alors vous montrez justement que on peut pas forcément rêver dans l'arsenal de Venise du XVIIe siècle, on peut pas forcément rêver dans telle ou telle fabrique de laine d'une ville flamande à la fin du Moyen Âge. Donc il y a en réalité des formes de cadence intense, élevée dans bien des contextes auparavant. Et c'est-à-dire un autre élément qui peut être revisité en lien avec la question plus générale, on peut y revenir, des rapports entre Europe catholique et Europe protestante, cette idée selon laquelle la ponctualité aurait été une invention de l'époque moderne, la ponctualité serait née avec Calvin à Genève au XVIe siècle. En fait, on a pas mal d'exemples d'attention médiévale à la ponctualité. Oui, alors en fait, ça c'est la thèse qu'a développée Max Angamar dans son livre justement sur l'invention de la ponctualité à Genève au XVIe siècle. Alors évidemment, on peut, je suis pas compétente sur le plan théologique et il semble clair que Calvin est obsédé par le temps, effectivement, mais néanmoins tout ne part pas de là. Et là encore, je pense que c'est un effet de resserrement de la focale qui fait dire à cet historien que l'invention de la ponctualité, puis c'est peut-être l'attrait d'un titre qui fait mouche, mais doit être daté de cette époque et du souci calviniste vis-à-vis de la ponctualité, parce que effectivement sur bien des chantiers médiévaux, en fait, on a déjà des amendes pour retard à l'arrivée au travail ou pour pause trop longue prise, et donc il me semble effectivement que il faut situer cette obsession du temps calviniste dans une longue durée et la voir pas seulement du point de vue théologique, mais aussi du point de vue des rapports de travail, justement. Étant entendu que, par exemple, quand s'impose le processus d'industrialisation, on pourrait penser que la rigueur, à juste titre, que la rigueur temporelle est consubstantielle à l'ordre machinique. Cela va de soi. Et d'ailleurs, il y a énormément de patrons qui disent à leurs ouvriers, dès lors que vous n'arriverez pas à l'heure, eh bien vous n'aurez pas de travail et vous serez licencié, en quelque sorte, même si le mot n'existe pas. Mais inversement, les contraintes horaires sont également un instrument de liberté pour les ouvriers qui, dès lors, peuvent contester ceci. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une heure est fixée, un dépassement devient inacceptable et peut faire l'objet de mobilisation, de lutte, même si celles-ci sont toujours difficiles. Alors, cette idée de la Genève calviniste qui ferait naître finalement la ponctualité, ça s'inscrit dans un cadre plus large. Toute une historiographie, suivant cela d'ailleurs beaucoup de textes de l'époque moderne, a postulé finalement une paresse de l'Europe catholique vis-à-vis d'une capacité de travail de l'Europe protestante. On rejoint évidemment les grandes thèses de Max Weber, et pas seulement. C'est quelque chose là aussi qui mérite d'être regardé de plus près. Oui, alors c'est ce qu'on a essayé de faire justement, parce que c'est vrai que beaucoup des historiens qui sont intéressés, pour certains, au temps de travail, ont repris les travaux de ce qu'on peut appeler les proto-économistes de l'époque moderne, qui se sont focalisés sur la question des jours fériés. Et dans la question des jours fériés, évidemment, il y avait l'idée que l'Europe protestante, et spécialement calviniste, avait au fond aboli tous les jours fériés liés au calendrier des saints, qui au contraire avait proliféré dans l'Europe catholique. Et donc il y a cette idée au fond, et il y a des calculs donc très savants et très différents les uns des autres, d'ailleurs, qui sont faits au XVIIIe siècle, et pas seulement, sur cette différence entre l'Europe catholique et l'Europe protestante, à tel point que le pape lui-même lance une enquête, Benoît XIV, pour essayer de dire bon, il faudrait peut-être diminuer quand même quelques jours fériés pour que on soit aussi que les pauvres puissent gagner leur vie
desservie aussi bien que dans l'Europe protestante. Donc cette idée gagne, y compris la hiérarchie catholique. En regardant d'un peu plus près les choses, on voit que l'Europe protestante n'est absolument pas un bloc monolithique et que l'abolition radicale des jours fériés a lieu dans quelques endroits et pas tous, que l'Europe luthérienne par exemple, qui est évidemment très importante, continue pendant très longtemps à avoir un calendrier dans lequel il y a pas mal de jours fériés, que par exemple ce qui est pris comme modèle dans la France du XVIIIe siècle, à savoir l'Angleterre anglicane, en fait, conserve beaucoup de jours de fête, pratiquement autant que n'importe quel diocèse catholique, et que en plus il y a des jours fériés civils, liés cette fois-ci à la commémoration de la dynastie, etc. Donc si on regarde les choses, on voit que cette Europe protestante n'est absolument pas une, comme je le disais, mais que l'Europe catholique non plus n'est pas unifiée, puisque cette question des jours fériés dépend de chaque diocèse, et donc la variété est extrêmement importante. D'autant plus que dans l'Europe catholique, qui dit jour férié ne dit pas forcément jour sans travail, hein, et c'est évidemment ça qui est fondamental, parce que les historiens sont acharnés à essayer de calculer combien il y avait de jours fériés ici ou là, mais au fond cette question il faut la relativiser grandement, parce que il y a beaucoup de jours fériés où on peut trouver du travail, que ça soit légalement, parce qu'il y a plein de toute une casuistique, on va dire, qui permet certains types de travaux pendant les jours fériés, et puis il y a aussi du travail qui est fait en dehors de toute autorisation légale, bien entendu. Et donc cette rigueur temporelle, cette distinction nette entre jours fériés et jours de travail, elle doit aussi être remise en cause pour les périodes anciennes. D'autant plus qu'il y a des jours fériés qui peuvent l'être dans la pratique et qui ne le sont pas nécessairement de manière légale. Le dimanche, comme jour férié par exemple, est véritablement est inscrit dans les textes à la fin du XIXe siècle. Ceci étant dit, c'est une pratique qui est grandement qui a cours dans bien des secteurs économiques tout au long du XIXe siècle. Et en même temps, le dimanche, il arrive que le matin, l'on travaille gratuitement, ne serait-ce que pour nettoyer les machines, chez Schneider par exemple, alors même qu'on est censé ne pas travailler. Oui, et le dimanche catholique est beaucoup moins rigoureux que le dimanche protestant, hein, et par exemple on a évidemment utilisé aussi les journaux de voyage, les récits de voyage, etc. On voit pas mal de protestants qui arrivent en Italie et qui se disent mais qu'est-ce qu'ils font ici, ils travaillent le dimanche, toute l'activité a lieu. À Florence justement, c'est Montaigne par exemple, hein, qui s'étonne de voir l'activité dans les provinces florentines aussi intense que pratiquement les autres jours, dit-il. Alors évidemment, il y a de l'exagération sans doute là-dedans, mais ça nous démontre aussi des différences culturelles importantes. Et dans ces distinctions entre jours fériés, jours ouvrables, jours ouvrés, il y a aussi des relations de pouvoir. Par exemple, bien des patrons sont tout à fait conciliants quand il s'agit de donner un jour de repos à leurs ouvriers. L'essentiel, c'est que ce soit eux qui le décident. Alors tantôt c'est le lundi, tantôt c'est le dimanche, mais il faut qu'ils aient la maîtrise de la situation. Puis ça dépend évidemment de la conjoncture économique, puisque c'est plus simple d'accorder un jour de repos à ses ouvriers lorsque les commandes sont faibles, et inversement, ça sera l'objet d'une tension dans notre situation. Donc là, on touche à la variété évidemment de ces situations, et cette variété, justement, c'est historiographiquement ce qui vous amène à revenir de façon très forte et à mon sens très très nécessaire sur les modèles de l'homme économique moyen des siècles antérieurs, celui qui travaille 287,3 jours par an ou 3427 heures par année, avec des calculs et des moyennes qui sont produites. En fait, vous montrez, source à l'appui, que la plupart du temps, ces moyennes sont des artefacts, ces moyennes produisent, lissent des situations qu'il est absolument impossible de lisser, même l'idée même de calculer une moyenne, en fait, dans beaucoup de situations, n'a pas vraiment de sens. Oui, en fait, on y est venu petit à petit, hein, mais évidemment, on n'a jamais été, on va dire, des historiens économistes, économétristes, comme on peut en trouver bien d'autres, surtout dans le monde anglo-saxon, mais finalement, ça nous a semblé, au fur et à mesure qu'on avançait dans cette enquête, totalement, finalement, contre-productif. Cette idée de calculer des moyennes, impossible, hein, en fait,
et qui sont l'objet d'énormément de contestations. Hein. C'est finalement l'idée d'une journée normale, un nombre d'heures d'une journée normale multiplié par un nombre de jours normaux dans l'année. Et en fait, ça n'existe pas, au moins jusqu'à la fin du 19e siècle. Et il nous a semblé qu'il fallait sortir de ce raisonnement qui est aussi propre à certains proto-économistes justement du XVIIIe siècle, hein, sur lequel au fond l'économétrie a développé des méthodes évidemment tout à fait différentes, mais qui dans l'esprit restent les mêmes. Il nous semble qu'il faut sortir de ce type de raisonnement, et on a été au départ beaucoup intéressé par la démarche de Hans-Joachim Voss, qui a travaillé sur l'Angleterre des XVIIIe et XIXe siècles, lui en disant bon, cette méthode ne marche pas, on n'arrête pas de s'opposer sur quel chiffre retenir, et il a décidé d'inventer finalement une nouvelle source, alors évidemment une source que tout le monde connaît, les sources judiciaires, pour leur demander quelque chose que les historiens n'avaient encore que rarement fait, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'heure du crime. Et donc ces témoins que la justice entendait, bah oui, à 10 heures, là j'étais en train de travailler, etc. Donc il a utilisé ces procès à de toute autre fin évidemment que ceux pour lesquels ils avaient été utilisés jusque-là, mais toujours dans une perspective économétrique finalement de calculer combien d'heures moyennes pouvaient être travaillées dans l'Angleterre mi-18e, dans l'Angleterre 1800, dans l'Angleterre 1830, et ainsi de suite. Et en fait, il nous a semblé que ça aussi, c'était une sorte d'aplatissement, au fond, et finalement aussi contre-productif. D'où l'idée de penser par cas, qui nous a semblé essentielle. Penser par cas, évidemment, c'est au moins en France, le livre célèbre de Passeron et Revel de 2005 qui prend à bras-le-corps ce problème. Penser par cas aussi, c'était quand même aussi la proposition de la micro-histoire italienne, évidemment, et son idée de l'exceptionnel normal. Nous, ce qu'on a essayé de faire, me semble-t-il, c'est au fond une étude de cas élargie et de voir l'ampleur des possibles, qui nous semble beaucoup plus intéressant que de faire des moyennes qui, au fond, ne veulent rien dire et qui, surtout, sont complètement déconnectées, nous semble-t-il, des réalités, justement, du vécu des gens des différentes époques qu'on a pu étudier. Pour penser par cas, se pose évidemment la question des sources. Et lorsque l'on a la chance d'avoir, et c'est le cas au XIXe siècle, et j'en trouve d'ailleurs, je trouve des archives de plus en plus nombreuses depuis que ce livre est achevé et publié, ce sont évidemment des livres de comptes, où on a le nombre d'heures par lequel il faut multiplier, évidemment, le taux horaire quand il existe des personnes qui sont salariées. Il arrive que les heures mentionnées soient celles qui ont été effectivement travaillées. Auquel cas, on se rend compte de l'infinie diversité d'un secteur à l'autre, d'une entreprise dans un secteur par rapport à une entreprise dans le même secteur, mais aussi entre les travailleurs d'une seule et même entreprise, et il arrive également qu'il y ait ce qu'on appellera des heures souterraines. Exemple, il est fréquent dans les usines, dans les filatures du nord de la France, que les femmes viennent préparer le travail 1h30 le matin avant les hommes, et ça n'est jamais pris en compte, et ça n'apparaît pas non plus dans les bilans comptables. Donc, penser par cas, c'est véritablement élargir le plus possible, je dirais, le champ à l'intérieur duquel on peut appréhender les temps de travail, en sachant qu'on ne peut pas tout comptabiliser. En parlant des sources, il y a dans votre livre des recours à des sources les plus variées possibles pour essayer d'approcher ces réalités. Il y en a deux qui m'ont particulièrement intéressé et que vous mettez en avant comme étant vraiment singulières pour leurs apports. C'est d'une part la comptabilité des Médicis sur une assez longue durée, presque 2 siècles, qui permet de faire des comparaisons et d'entrer assez finement dans la réalité du travail. Et puis cette extraordinaire enquête de 1848 sur un ouvrier fileur où un ingénieur a mesuré chaque geste. Et là, on est vraiment... c'est quelque chose d'assez effarant d'être au plus près comme ça de la gestuelle d'un ouvrier dans une usine textile du milieu du XIXe siècle. Peut-être Didier Terré voulait dire un mot de cette source. C'est une source extraordinaire.
on ne pénètre pas dans une usine. Il est très rare, extrêmement rare, que, par exemple, les filateurs, en l'occurrence là aussi, c'est un filateur de Lille, autorise une personne étrangère à rentrer dans son établissement. Et cet ingénieur, probablement un ingénieur des arts et métiers, a pu comptabiliser tous les gestes qu'effectue un ouvrier fileur devant des self-acting. Et au total, dans l'heure, il effectue 700 gestes en allant vers une machine, puis vers une autre machine auquel cas il faut qu'il se retourne. Les deux machines étant distantes de 60 cm l'une de l'autre, ça fait à peu près 5 à 6 gestes à la minute, et des gestes extrêmement précis et pour certains d'entre eux extrêmement exigeants. C'est-à-dire que pour se rendre compte véritablement, et ce texte pour ça est fantastique, de ce qu'est une heure de travail, il faudrait pour un bien pouvoir reproduire ces gestes devant des machines en activité. Étant entendu que ça s'inscrit en plus dans tout un contexte, on le sait, où l'air est vicié, où il fait tantôt trop chaud, tantôt trop froid, et où aussi, surtout, le bruit est totalement assourdissant. J'ai fait mesurer le nombre de décibels produits par un métier à filer aujourd'hui dans un écomusée. Quand on s'imagine qu'il y avait plusieurs dizaines de métiers dans une usine, à 40 ans, on devait être sourd. J'ajoute plutôt, que lorsque l'on aura des semi-ranvideurs, qui sont techniquement un progrès par rapport au self-acting, un ouvrier fileur va accomplir à peu près, c'est ahurissant, une 30aine de kilomètres par jour. Et vous aurez compris que on ne reste pas fileur très longtemps. À 30-35 ans, c'est terminé. Alors ça envoie aussi à une question que vous abordez dans la fin de livre, qui est la question de l'intensification au-delà de la durée horaire. Une durée horaire peut rester identique, mais avec une intensification, non seulement de la gestuelle, mais aussi de la concentration. Parce qu'en filigrane, on comprend bien que la concentration pour ne pas commettre d'erreurs et ne pas du coup briser le rythme et mettre en péril toute la chaîne de production, ses camarades de travail, etc., ce sont aussi des impératifs à prendre en compte. Du côté de cette comptabilité des Médicis, en quoi est-ce qu'elle permet, Corinne Mette, de rentrer aussi dans certaines réalités du travail de l'époque moderne? Alors, c'est d'abord toute comptabilité est une forme de reconstruction, hein, évidemment, et une reconstruction comptable d'une réalité du travail que l'on essaye de saisir en filigrane par elle, mais elle nous livre pas comme ça tel quel évidemment ces contenus et cette réalité du travail. Ce qui est exceptionnel dans cette comptabilité ou dans ces comptabilités, ces registres comptables des Médicis, c'est que, comme vous l'avez dit, elles vont de la fin du XVIe siècle à la fin de la dynastie, donc en 1737, et elles contiennent semaine par semaine les noms de tous les ouvriers qui ont travaillé, leur rémunération par jour, le nombre de jours où ils ont été présents et donc ce qui leur est dû à la fin de la semaine. Elle comprend aussi, et ce que j'ai pas utilisé dans le livre là, tous ceux qui sont payés à la tâche et qui amènent des choses différentes. Et donc disons, à l'intérieur d'un même livre comptable, il y a des situations de travail tout à fait différentes et il y a des lieux tout à fait différents du travail, puisqu'on a à la fois les ateliers qui ont été groupés à la fin du XVIe siècle dans la galerie des offices, et puis le chantier, la construction des chapelles Médicis. Et donc on peut suivre en fait semaine par semaine, et c'est ça qui m'a semblé et qui nous a semblé fondamental, les parcours de ceux qui travaillent. Donc ne pas faire des moyennes à partir de ça, mais au contraire suivre les parcours individuels des uns et des autres, puisque là on peut les suivre, contrairement à beaucoup de sources de l'époque moderne, on peut les suivre sur une très longue durée, et donc certains pendant 15-20 ans, même si le turnover est important à l'époque moderne. Je voudrais ajouter une chose, c'est que lorsque l'on parle de l'intensité du travail, nécessairement nous vient à l'esprit les formes de rémunération qui sont mises en place. Je vais prendre un exemple. Quand on a, par exemple, et à dessein, je reviens à une filature, comme l'usine Wortmann à Gand au cours du XIXe siècle,
on a poste par poste des gens dont le mode de rémunération est calculé de manière différente. Il y a des postes qui sont payés à la journée ou à l'heure, donc au temps, et il y a des postes qui sont payés aux pièces. Et tout l'intérêt, c'est de produire une surveillance des uns par les autres, puisque ceux qui sont payés aux pièces ont tout intérêt à ce que ceux qui sont payés au temps ne ménagent pas leur peine. Et puis ensuite, on va encore plus loin, et on anticipe sur ce qui sera mis en place avec Taylor, puisque, en définitive, être payé aux pièces, c'est, pour le patron, payer aux pièces, pour le patron, c'est l'aveu selon lequel il ne sait pas prévoir quel sera le niveau de la production. Dès lors qu'il commence à savoir le faire, eh bien, il prévoira une production plancher, en dessous de laquelle on sera moins payé. Autrement dit, ça veut dire que quelque part, on évite le freinage. Le freinage, pour celles qui ne savent pas, ça signifie travailler moins vite, ruser avec les rythmes imposés par le patron, de façon à occuper sa journée de travail sans se dépenser exagérément. Tout à fait. Et c'est la même chose dans les mines, où celui qui va abattre le charbon, alors là, lui ne sera pas payé à la pièce, mais sera payé à la tâche, dans le cadre d'enchères descendantes. Donc c'est celui qui proposera le prix du travail le moins cher qui obtiendra avec son équipe la possibilité d'accomplir la tâche en question, mais à côté de lui, il y a par exemple les boiseurs, qui eux sont payés au temps, mais qui devront effectivement pas ménager leur peine non plus. Oui, parce que s'ils ne suivent pas, évidemment, ceux qui creusent les galeries, ceux qui sont sur le front de mine, ils peuvent pas continuer puisque la mine n'est pas étayée. Donc là, effectivement, les deux logiques sont en imbrication, et donc ça contredit effectivement le schéma installé parfois dans les manuels qui veut que le travail au temps est succédé au travail à la tâche. On voit que c'est plus complexe. Autre chose qui est plus complexe, pour revenir peut-être à ces chantiers des Médicis au XVIIe, début XVIIIe, on est dans l'Europe catholique, on est dans l'Europe méditerranéenne, et pourtant on est dans un monde très industrieux, contrairement à ce que pourrait faire penser un modèle historiographique, là aussi qui a été très discuté, mais qui a quand même été très influent, celui de Jan de Vries, la révolution industrieuse, qui aurait eu lieu dans les Provinces-Unies à partir de la fin du XVIIe siècle. Une mise au travail plus intense des populations dans l'Europe protestante aurait finalement été l'amorce du processus d'industrialisation. Bien là, après d'autres, vous venez apporter des éléments qui montrent que là aussi c'est un schéma peut-être qui pêche par simplification. Oui, alors c'est vrai que la thèse de Vries, qu'il a lancée en 94 et puis qu'il a synthétisée dans un livre qui n'est toujours pas traduit en français en 2008, cette idée d'une révolution industrieuse qui aurait saisi l'Europe du Nord-Ouest, c'est-à-dire essentiellement les Provinces-Unies, puis l'Angleterre et une partie de la France, dit-il, avec cette idée que au fond les familles européennes se sont mises à travailler plus pour consommer plus. Son idée essentielle, et justement c'est en ça que ensuite ça aurait enclenché le processus de révolution industrielle, puisque consommant plus, il faut produire plus d'objets, et donc ces objets, on va chercher à les produire de façon plus rapide et moins coûteuse. Cette idée-là, au fond, De Vries avait lancé cette idée en essayant de mettre ensemble deux séries d'études qui dialoguaient assez peu. D'une part, tous les travaux sur la proto-industrialisation, et d'autre part aussi, les courbes de salaire qui montraient plutôt un affaissement des salaires réels dans la seconde moitié du XVIIe et au XVIIIe siècle, et puis l'augmentation de la consommation. C'est tous les gens qui se sont intéressés, tous les historiens qui sont intéressés à la révolution de la consommation justement dans l'Europe moderne. Je signale pour ceux et celles qui nous écoutent que vous venez faire des guillemets avec les doigts pour parler de cette révolution de la consommation, oui. Parce que là aussi une notion sans doute à nuancer. À nuancer, tout à fait. Merci de préciser. Et donc, il nous a semblé néanmoins, donc même si cette idée, elle a beaucoup fait discuter, qu'elle était au fond, elle a suscité des travaux, et donc c'était une idée intéressante, mais justement qui reprenait un certain nombre de stéréotypes, là encore, sur la distinction entre l'Europe protestante et l'Europe catholique, entre l'Europe des premiers des leaders de la révolution industrielle et puis les pays retardataires, et finalement en lançant un concept nouveau, il reprenait malgré tout beaucoup d'idées assez anciennes et nous semblait-il dépassées. Et là aussi, il faut donner en définitive à la réalité toute sa complexité. Un exemple, on parle des travailleurs proto-industriels au XVIIIe siècle, au sein d'un même territoire manufacturier, d'un village à l'autre, en fonction des densités démographiques, du régime
de la propriété et de l'exploitation, et de quantité d'autres paramètres encore, deux populations apparemment identiques peuvent avoir des motivations totalement différentes. Les unes peuvent espérer s'enrichir quelque peu grâce au travail proto-industriel, exemple au tissage de toile accouplé au labour des terres et aux récoltes, et les autres peuvent tout simplement repousser un peu plus les affres de la pauvreté. On comprend bien que votre livre, il va venir comme ça revisiter, rebattre les cartes d'un certain nombre de lieux communs historiographiques, et on pourrait se dire, bon, après tout, la déconstruction c'est bien, mais c'est bien aussi les savoirs positifs, on enseigne, il y a des étudiants et des étudiantes qui préparent les concours cette année, la question du travail elle est centrale, donc on peut aussi proposer un certain nombre d'acquis positifs de cette enquête, pas seulement de dire, voilà, c'est plus complexe que ce qu'on a dit précédemment. Alors en vous lisant, il me semble qu'il y en a plusieurs, mais je voudrais vous poser une question sur ce que change après tout le machinisme, ce que change l'introduction des machines, on va dire dans la première moitié du XIXe siècle, en termes de rythme de travail. Il m'a semblé en me lisant qu'on ne travaillait pas forcément plus, ni plus intensément, mais qu'on travaillait peut-être davantage tous au même rythme dans un atelier, parce que la machine va conditionner finalement le travail d'un ensemble de gens, peut-être plus qu'auparavant. Est-ce si sûr que cela? Déjà, je pense qu'on oublie un peu trop l'énorme porosité du temps de travail, même lorsqu'il y a des machines. Dans la mesure où les machines, dans la première moitié du XIXe siècle, tombent souvent en panne, et que les interruptions sont absolument considérables. Ça n'est qu'à partir des années 1880 qu'une machine fonctionne, grosso modo, 90 à 95% du temps pendant lequel elle est censée le faire. Mais lors des décennies précédentes, ça n'est pas du tout le cas. Ensuite, je crois qu'on n'insiste pas assez non plus sur quand même toutes les formes de micro-résistance qui peuvent exister au sein des populations ouvrières pour précisément quand même ralentir le rythme. Et tout ceci conduit à créer continuellement une tension entre l'exigence de rentabilité, parce qu'après tout les machines supposent un investissement considérable et il ne faut pas qu'elles s'arrêtent, et de l'autre, des travailleurs qui sont quand même très fréquemment rétifs à l'effort à juste titre, dans la mesure où ils savent que les fruits de celui-ci sont très mal partagés. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Lorsqu'en 1867, à Roubaix, les patrons du textile essayent d'imposer à leurs tisserands la maîtrise de 2 métiers en même temps, au lieu d'un seul, eh bien, les tisserands disent, mais il faut nous payer en conséquence, sinon on ne le fera pas. Problème, c'est que dans d'autres villes, eh bien, ce genre de mesure, au même moment, passe extrêmement bien. Ceci est vrai globalement. Dans une approche plus fine, on se rend compte qu'il y a de multiples cas de figure. Cette intensification, liée notamment à l'arrivée des machines, là aussi c'est un peu une idée reçue, Corinne Maître? Oui, alors en fait, ce qu'on a voulu faire dans cette troisième partie, c'est de montrer comment au fond, on ne pouvait pas seulement raisonner en termes d'heures, de journées ou de jours dans l'année, mais qu'il fallait évidemment aussi tenir compte du contenu même du travail. Alors on a l'habitude de le penser justement en relation avec le 19e siècle et la mécanisation, mais la question qu'on a voulu se poser et qu'on développe dans cette troisième partie, c'est qu'au fond cette volonté d'optimiser la journée de travail, elle est bien plus ancienne là encore que le 19e siècle, et il faut la comprendre dans la longue durée. Au fond, le terme même de journée, c'est aussi la mesure de ce que l'on fait dans une journée. Donc il existe des volontés d'optimiser le temps payé de façon très précoce et sans doute dès l'époque médiévale. Je laisserai ici les collègues médiévistes m'en dire plus parce que j'ai peu trouvé de choses sur ce point. Mais en tout cas, à l'époque moderne, il me semble qu'il y a une formalisation croissante de ce que l'on peut attendre dans un temps donné. Et là encore, ça peut être relativement étonnant si on pense à taylorisation, à intensification 19e, etc. C'est pas forcément d'ailleurs en termes d'intensification, mais c'est en termes de prévision de ce que l'on peut attendre d'une journée de travail. Et il est quand même intéressant de noter que c'est dans le secteur relativement nouveau de l'imprimerie, au XVIe siècle, que l'on va trouver justement ces premières quantifications. Et dans une journée, à Paris, il faut faire 2650 feuilles imprimées, tandis qu'à Lyon, autre grand centre d'imprimerie français, il faut en faire 3550. Et de fait, tout au long du XVIIe et XVIIIe siècle, les imprimeurs lyonnais vont essayer d'obtenir, de travailler de façon
identiques à ceux de Paris. Et ça, justement, on le trouve dans un très grand nombre de secteurs, que ça soit dans le secteur textile, dans le secteur... Chez les frères Montgolfier aussi. Voilà, chez les frères Montgolfier, c'est la belle étude de Léonard Rosenbaum qui a été traduit en 2005 en français, qui justement c'était lui déjà penché sur cette question, hein. Mais les Montgolfiers, c'est fin 18e siècle, et on trouve pas mal, en fait, de cette volonté de quantifier le travail dans un temps donné, dès le 17e siècle, dans un très grand nombre de secteurs. Et donc, ce qui me semble intéressant à avancer, c'est l'idée que, finalement, la pratique d'un certain nombre d'entrepreneurs, par le biais, justement, des rémunérations, précède la théorisation qui a lieu aussi à partir de cette fin du XVIIe siècle, si on pense aux travaux de l'Académie des sciences en France, justement, sur la notion de travail, qui essaye de comparer le travail d'un homme, le travail d'un cheval et le travail des nouvelles machines, éventuellement, ou des moulins, etc., etc. Et là, il y a dessus une belle thèse qui, malheureusement, n'a pas été publiée, d'Yannick Fontenot, sur l'archéologie du concept de travail chez les physiciens, justement, mais qui sont évidemment en relation avec les ingénieurs, et les ingénieurs avec les chantiers, et évidemment, on peut penser à la figure de Vauban qui fait des savants calculs pour savoir quelle est la juste rémunération en fonction du temps qu'il fait, de la nature du terrain, de la pente, etc., etc. Parmi les points d'appui qu'on peut trouver aussi dans votre livre pour penser malgré tout des savoirs positifs, il m'a semblé qu'il y en avait un qui concernait le travail des femmes, qui me semble constamment sous-mesuré par rapport au travail masculin, généralement plus important, en tout cas constamment sous-estimé. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose sur la longue durée qui se vérifie dans votre enquête ? Ah oui, tout à fait. Alors, d'une part, c'est quand même un gros problème pour les historiens et historiennes du travail que cette invisibilisation des femmes dans les sources, la plupart du temps. Mais effectivement, il y a un beau livre de Sylvie Schatz-Pfizer qui s'appelle « Les femmes ont toujours travaillé ». Elle parle essentiellement du 19e et 20e siècle. On peut reprendre ce titre, évidemment, pour la longue durée. Et de fait, ce qui est évidemment difficile à mesurer et qui ne l'est pas en termes forcément temporels, c'est le travail domestique. Or, ce travail domestique, c'est une espèce d'iceberg, donc on perçoit que la pointe, mais il est clair que ce travail des femmes est constant et souvent effectivement plus important que les hommes, parce qu'elles sont encore plus réactives que leurs compagnons, souvent. Écoutez, si je peux me permettre, la lettre que nous publions en conclusion de femmes qui travaillent au sein d'une usine textile à Armentières me semble absolument pathétique et en dit long. Voici ce qu'elles écrivent de manière très naïve au préfet en 1887, et vraiment ça résume tout. Monsieur le préfet, nous vous envoyons une 3e lettre pour vous dire que notre situation est toujours la même au bagne de chez Lourme Frères et Tilleurs, depuis que nous avons écrit 2 lettres au commissaire de police en lui indiquant les heures de travail, comme nous le disons, et, j'abrège, elles décrivent leur temps de travail de 5h25 du matin jusqu'à 7h15 le soir, sans pratiquement discontinuer. Et elle termine de manière extraordinaire en disant il n'y a que les hommes aux pièces et les gamins qui peuvent manger à la marche, qui sortent, mais nous, fileuses, varouleuses, étirageuses, bambocheuses, enfin toutes les femmes, environ 200, nous travaillons toujours sans arrêt. On est donc, avec cette citation, plutôt vers la fin de la période que vous étudiez. Quel est pour vous le sens de vous arrêter dans les années 1880-1890, sachant qu'il y aura évidemment d'autres transformations, qu'on pense à Taylor ou qu'on pense à la figure de Stakhanov par exemple. Il y a toutes sortes de rejeux de cette question des rythmes de travail au XXe siècle. Alors, on ne peut pas tout dire, bien évidemment, mais est-ce que malgré tout, cette période a une cohérence qui changerait avec peut-être l'intensification tayloriste, liée notamment à la Première Guerre mondiale? Alors, la cohérence, elle vient un peu de toutes parts. D'abord, symboliquement, le 1er mai est fêté à partir de 1890, et quand même, le 1er mai 1891, avec la fusillade de Fourmy, a une haute valeur symbolique, en l'occurrence. C'est aussi le moment où la question du temps de travail arrive véritablement sur le devant de la scène, et ce, à l'échelle de l'Europe occidentale. C'est aussi le moment où Mosso, en Italie, publie en 1891 son étude sur la fatigue, et où il montre effectivement les limites du corps humain
exposés à un effort qui est littéralement surhumain. Et puis, enfin, c'est le début du combat syndical, justement, autour du temps de travail. Et je terminerai en disant que 1892, par exemple, c'est en France le vote de lois qui sont pour la première fois relativement appliquées. Pour un pays comme l'Angleterre, c'est également la prise de mesures qui vont dans le même sens. Et pour d'autres pays où le libéralisme est chimiquement pur, comme la Belgique, c'est la première fois au XIXe siècle qu'une loi limite le temps de travail. Pour toutes ces raisons, il était bon de s'arrêter là, d'autant plus qu'ensuite, on va arriver dans une longue période de gestation de la loi des 8 heures qui interviendra après la guerre 14-18. Votre livre est très réflexif sur ces méthodes sur l'historiographie. Je me suis demandé si cette réflexivité, elle était allée jusqu'à la question du temps que vous avez vous-même passé à travailler sur ces questions. C'est dur de répondre à une question comme celle-là. Je crois que déjà, dans un premier temps, il nous faut remercier tous les collègues qui ont bien voulu contribuer à un premier ouvrage collectif qui a été réalisé Il est paru en 2014. Ouais, en 2014. C'était une série de colloques qu'on avait fait pour reprendre une question initiale. Voilà. Puis il y avait le numéro de Genève aussi. Il y a eu 2011. On mettra toutes les références sur le site Parole d'Histoire. Un numéro de Genèse. Et puis ensuite, bon, il a fallu l'écrire, ce livre, et comment vous dire, de toute façon, ce livre n'est jamais qu'une contribution temporaire, enfin, parce que il est possible, pour ma part, je trouve maintenant de nouvelles sources qui permettent d'aller probablement encore plus loin en la matière. Ça a souvent été un objet d'amusement entre nous, de voir combien de temps on passait à travailler sur le temps de travail, tout en se disant, bon, est-ce que c'est vraiment un travail pour nous? Voilà, la question, elle peut être aussi là, hein. Qu'est-ce qu'on appelle travail? En fait, voilà la vraie question, en définitive, le travail, c'est bien quelque chose qui nous pèse. Dès lors que ça ne nous pèse pas, ça n'est pas du travail, donc nous ne sommes pas des travailleurs. On sait que c'est une question cette année qui est travaillée, c'est celle qui passe les concours d'enseignement. Est-ce que vous auriez un conseil, une suggestion historiographique, méthodologique ou une précaution à donner s'il y en a qui nous écoutent? Pour ma part, je pense que les étudiants doivent introduire une variable qui n'existe peut-être pas beaucoup pour l'instant dans les synthèses que l'on voit paraître, c'est celle de l'âge. Il y a un âge pour tout, dit-on communément, et manifestement, pour travailler, eh bien, il y a des âges dans la vie. Et la question qui, pour ma part, m'intrigue le plus, c'est celle qui consiste à voir comment s'arrangent les gens qui vieillissent et qui pourtant se trouvent au travail. Il doit y avoir des glissements entre les postes et dans les rémunérations, mais c'est quelque chose dont on ignore quasiment tout et qui n'a pas été abordé. Autant on en sait beaucoup, et encore, sur les enfants, autant on n'en sait pas sur les personnes âgées. Et quant aux enfants, j'avoue que dernièrement j'ai trouvé par exemple des registres d'embauche de petites filles dans des usines, et j'ai été très surpris de constater qu'on les embauchait pour 3 mois, 15 jours, au mieux 6 mois, mais qu'il y avait là aussi une rotation infernale au point qu'on peut se demander est-ce que ces petites filles travaillaient effectivement toujours à partir, selon les époques, de 8 ans, de 10 ans ou de 12 ans. C'est peut-être aussi un lieu commun que de dire qu'elles commencent systématiquement très tôt en étant enfermées au bagne continuellement. Pour finir, est-ce que vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager, pas nécessairement d'ailleurs sur ces questions dont nous avons discuté? Le livre de Enzo Traverso sur... Le jeu dans l'écriture de l'histoire. Le jeu dans l'écriture de l'histoire, oui, merci. Le titre m'échappait là à l'instant. Voilà, qui est aussi une belle réflexion sur le rapport des historiens avec leur propre autobiographie. À ceci près que quand on écrit un livre à 4 mains, on ne peut pas employer le jeu. On recommande à tout le monde, et en particulier, ces questions d'histoire sociale très importantes vous intéressent, de lire Les rythmes du labeur, publié aux éditions La Dispute. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.